le contenu de mon intervention. Je parlerai de deux idées mathématiques d'un point de vue totalement métaphorique, pas de technicité, l'idée de motif et l'idée de résidu. Le résidu en mathématiques en variable complexe. L'idée de résidu, qu'est-ce qu'il y a de Peirce qui est resté dans Lacan. Lacan a lu un peu de Peirce, et donc je parlerai un tout petit peu des résidus de Peirce dans Lacan. Quelques-unes des plus simples idées de Peirce, comment elles ont été reçues par Lacan. On verra ça assez vite. Et puis, j'essaierai de vous rappeler brièvement la théorie des résidus de Cauchy en variable complexe et la théorie des motifs de Grothendieck en géométrie algébrique. Et en utilisant les résidus et les motifs, j'essaierai de faire un parallèle entre Peirce et Lacan, avec un système d'injection et de projection qui est tout à fait simple et qui correspond à une idée assez générale de Grothendieck, comme vous le verrez dans ce colloque plusieurs fois, l'idée de travailler en même temps avec des injections et des projections pour faire un recouvrement universel, non seulement de la mathématique, mais de la pensée en général. Ça, c'est la simple idée qu'on va travailler ici. Bon, d'abord, alors, quelques traces résiduelles, comment Peirce est injecté dans Lacan. En général, il n'y a pas eu beaucoup de travaux de traces, de recherche de traces de Peirce dans Lacan, mais il y a une thèse doctorale qui étudie justement ça. Il faut aller à Buenos Aires pour chercher ça. Il y a donc une étude systématique de toutes les références de Peirce dans Lacan et qu'est-ce qu'il y a autour de ces références. Les références explicites ne sont pas beaucoup. Il y a à peine une quinzaine de références de Peirce dans Lacan, mais le système général de Peirce est quand même assez, disons, injecté d'une façon pleine dans la pensée de Lacan, surtout la pensée triadique de Lacan. Donc il y a une thèse doctorale qui étudie ça avec beaucoup de soin. Je vais prendre de cette thèse doctorale simplement 3 thèmes fondamentaux, 3 thèmes très simples. L'idée de frontière, la liminarité, l'idée de triadicité et l'idée qu'il y a une richesse irréductible entre topologie et sémiotique qui doit en même temps se travailler sur les deux aspects en même temps pour avoir une idée plus ou moins fidèle de ce qui serait une pensée suffisamment complexe. Donc ces 3 thèmes fondamentaux, frontières, signes et la richesse intégrale entre topologie et sémiotique, sont étudiés dans Lacan plusieurs fois, dans son séminaire, et à un certain moment, il parle d'un tel Charles Sanders Peirce. Un tel Charles Sanders Peirce qui est bien sûr un très très grand mathématicien, philosophe, très peu connu en général. Et c'est quand même assez agréable que Lacan ait fait l'effort de connaître Peirce, quand personne ne connaissait Peirce en général dans le monde et ici en France encore moins. Donc Lacan a fait un effort intéressant de s'approcher à Peirce. Et il y a donc dans Peirce au moins deux aspects qui sont très intéressants pour Lacan. D'un côté, l'aspect topologique. Brièvement, ici, je vous présente. Donc on vous parlera suffisamment autour de ce colloque, autour du Lacan topologue, que ce soit du point de vue de la topologie classique, avec les nœuds borroméens qu'on va vous présenter, que ce soit du point de vue déjà d'une recherche un peu plus avancée, comme le topos de l'inconscient qu'on vous présentera. Donc il y a une topologie importante derrière Lacan, que ce soit du point de vue classique, avec les images classiques que Lacan travaille tout le temps, que ce soit du point de vue déjà plus structurel, plus proche de Grothendieck et des topos de Grothendieck. Côté Peirce, la chose est complètement différente, mais très intéressante. Peirce a étudié systématiquement
ce qu'on appelle les graphes existentiels. Ce sont des graphes de la logique extrêmement brillants et très intéressants, où l'on trouve, disons, les archétypes vraiment de la pensée logique. Avec les graphes existentiels de Peirce, on trouve exactement avec les mêmes règles les désaxiomatisations du calcul propositionnel, de la logique de premier ordre, de topos d'ordre supérieur, etc. Avec les mêmes règles exactement, on peut caractériser les différentes axiomatiques simplement avec un changement de langage. Donc pour Peirce, c'était particulièrement important l'idée de manier le geste topologique. Et il pense triadiquement, d'une façon très très systématique, peut-être vous le connaissez bien, à travers l'histoire de la philosophie, le lien entre intérieur, extérieur, frontière, il est très systématique sur la triadicité, quelque chose que Lacan reprendra un siècle après. Donc, de l'autre côté qui est important pour Lacan dans Peirce est l'aspect sémiotique, bien sûr. Donc il y a une bonne quantité de textes autour de Lacan et la sémiose. En particulier, ici, il y a quelques-uns de ces diagrammes du séminaire où l'on peut voir que Lacan est en train de travailler le geste triadique et la vision d'une façon très proche à Peirce. En plus, dans ces graphes, dans l'invention de ce qu'il appelle les objets A, il parle explicitement de ce qu'on ne peut pas voir, du résidu, du négatif, quelque chose qui est très proche à ce qu'on veut voir dans Peirce. Le résidu de quelque chose qui est beaucoup plus grand que le reste lui-même. La triadicité est fondamentale en Peirce, c'est sa définition de signe, et les catégories xénopythagoriques qu'on appelle en Peirce, les façons de regarder avec une pleine richesse continue et modale les différentes strates de la réalité. Donc il y a des thèmes persiens qui sont tout à fait naturels dans Lacan, qui sont repris quelquefois explicitement, avec des références directes à Peirce, ou quelquefois d'une façon indirecte à travers les connexions qu'il y aurait entre la logique topologique de Peirce et la pensée topologique de Lacan. Vous savez bien que du côté Lacan, il y a au moins une centaine de références explicites de Lacan à la topologie, tandis qu'il y aurait seulement une quinzaine de références à Peirce. Donc il y a une partie implicite et une partie explicite qui est très forte dans ces diverses connexions. Donc je vous rappelle brièvement, ça c'est tout simplement pour donner un sens méthodologique à ce que je veux dire à un certain moment. La théorie des résidus de Cauchy. Et il y a une très belle théorie de la variable complexe dans Cauchy, dans laquelle, pour connaître une certaine information sur une courbe, il suffit justement de regarder à l'intérieur de la courbe et voir les aspects négatifs qui sont associés à cette fonction-là. On appelle les points singuliers ou les résidus. Donc à travers les singularités, on connaît le bon comportement de toute une courbe autour de cette singularité. Le résidu est une trace de quelque chose de beaucoup plus grand, et il y a une théorie qui trouve exactement la corrélation entre cette trace et ce qu'il y a de beaucoup plus grand autour d'elle. Et un autre aspect qui est intéressant, ce sont les surfaces de Riemann. Les surfaces de Riemann, ce sont les inventions de Riemann autour de 1850 dans sa thèse doctorale, où Riemann invente cette très belle construction géométrique pour répondre à la question toute simple de comment on inverse une fonction qui est multivalente. Par exemple, la fonction z au carré, et si vous prenez le plan complexe, il répète le plan complexe 2 fois. Si vous prenez le cube, il répète le plan complexe 3 fois, etc. Ce sont des fonctions multiples à 1. Et si vous voulez le rendre des fonctions 1 à 1, il faut changer, en un certain sens, l'arrivée de la fonction et construire une surface qui va reprendre toutes les copies du plan complexe. Ça s'appelle
la surface de Riemann, vous savez là les exemples des belles plâtres qui étaient construits à la fin du 19e siècle et qui répondent à cette notion fondamentale de transformer le multiple 1 dans un 1, 1. Donc la notion de résidu est une notion fondamentalement centrale en variables complexes et je vais en profiter de cette idée pour mettre, disons, l'idée centrale de ma petite intervention. Profitons de Valéry. Voilà les cahiers de Valéry. Quelques-uns des diagrammes magnifiques qu'on trouve dans les cahiers de Valéry. Il y a ce petit diagramme très très beau qui est toute l'histoire de la théorie des catégories là-dedans. Au lieu de la vie à gauche, vous mettez toutes les corrélations. Bon, c'est la théorie des catégories, c'est tout. Et puis, vous travaillez ça sérieusement. Et comme Valéry l'aurait fait dans ses cahiers, vous connaissez bien 50 000 pages manuscrites écrites tout au long de sa vie. C'était vraiment quelque chose de très très sérieux. Et l'idée, c'est qu'à gauche, vous avez, disons, la vie, et à droite, vous avez les résidus de la vie. C'est ce qui est fondamental. Les résidus capturent tout un monde autour. Ici, vous avez aussi ce très bel exemple de Valéry, où il fait exactement une espèce de diagramme d'une bande de Mobius qui se tourne sur elle-même, l'appelle le fil de la vie. Et plus explicitement encore, on trouve chez Valéry ce diagramme absolument époustouflant, en 1899, où vous avez plusieurs surfaces, la surface des sons, la surface des vues, sights, c'est en anglais, et de words, sights and sons. Et vous avez les trois surfaces qui se recoupent entre elles. Si vous mettez tout ça ensemble, vous avez un faisceau. Vous avez un faisceau, le faisceau de la connaissance est dessiné par Valéry en 1899, 50 ans avant l'apparition de la théorie des faisceaux chez Leray. Valéry, c'est un monstre, et disons les cahiers de Valéry, c'est une des mines inépuisables de la pensée. Dans cette mine inépuisable de la pensée, je veux simplement prendre cette petite idée, mais qui est très très profonde. On prend la vie et on prend les résidus de la vie. Ça nous donne quoi? La forme. La forme, c'est les résidus de la vie. Première énonciation. La forme, ce sont les résidus de la vie, à partir des cahiers de Valéry. Les formes, ce sont les résidus de la vie. Et maintenant, on va prendre quels sont les résidus des formes. Et les résidus des formes vont être les motifs de Grothendieck. C'est quoi les motifs de Grothendieck? C'est une idée encore incroyablement simple, mais très très profonde, encore en plein développement, comme c'est mis en exergue de ce colloque. Grothendieck insistait beaucoup sur l'importance de la naïveté, de l'enfance, d'une vision fraîche, nouvelle. Donc l'idée de Grothendieck est très très simple. Derrière de ces structures, il y a des formes, et derrière des formes, il y a des motifs. Il y a quelque chose qui est commun à toutes les formes, ce sont les motifs. Il y a des archétypes qui prennent en commun ce qui est, disons, universel derrière toutes les diverses formes. Donc faisons le petit exercice Valéry, Grothendieck en même temps. On prend la vie, le résidu de la vie, ça fait les formes, le résidu des formes, ça fait les motifs. Donc le résidu du résidu de la vie vous donne les motifs. Il y a une très simple idée là-dedans, mais qui est très très profonde pour trouver ce qui est commun derrière toutes les cohomologies que Grothendieck était en train d'inventer aux années 60, en même temps que les topos. Un autre personnage qui peut être approché ici, c'est Warburg, Avi Warburg, le grand historien de l'art. Pour Warburg, ce qui était fondamental, c'était justement ça. C'était pour faire une histoire de l'art, ce qui était fondamental, c'était de trouver quels étaient les résidus des grandes idées antiques.
il y avait des idées de l'Antiquité qui étaient résiduelles au cours de l'histoire de l'art, et la Renaissance, en un certain sens, donnait une nouvelle vie à ces résidus. Les résidus qui apparemment étaient morts retrouvaient une nouvelle vie dans un nouveau contexte. Et dans ce nouveau contexte, il y avait des motifs qui se répétaient autour de l'histoire de l'art et qui donnaient une richesse profonde à l'invention imaginale. Donc Walbur a systématiquement fait des tableaux de ce type-là, ça s'appelle l'Atlas Mnemosyne, où il mettait ensemble une bonne quantité de figures et il montrait quelles étaient les corrélations entre elles, comment les résidus étaient en un certain sens continuellement développés au cours de l'histoire de l'art. Mettons tout ça ensemble grâce à Deleuze. Et Deleuze, en 1968, à la fin de son cours sur Foucault, parle encore d'une idée extrêmement simple et encore une fois extrêmement profonde, dans ce sens pleinement grothendieckien. Ce qui est très simple doit être très profond et vice-versa. Normalement, s'il y a quelque chose de profond, ça devrait être suffisamment simple. L'idée de Deleuze est très simple aussi. Il fait une belle recherche de Moby Dick, de Melville, et il cherche dans la profondeur de Moby Dick, quelles sont les traces résiduelles de cette profondeur. Ces traces, il les appelle les traces de la whaling line, le travail de l'harponneur quand il est en train de travailler avec la baleine. Ces traces de l'harponneur, ce sont disons les vagues superficielles de quelque chose qui est dans la profondeur. Cette chose qui est dans la profondeur, c'est le motif grothendieckien. Et il y a les vagues superficielles qui sont des reflets de cette idée fondamentale. Et il y a donc un aller et venir fondamental vers la profondeur, une injection et une projection à partir de la profondeur. La profondeur est quelque chose qui se projette sur les diverses vagues et qui construisent la connaissance superficielle des vagues. Ça, c'est un diagramme que je fais à partir de l'audio de la leçon de Deleuze qui n'a pas été publiée en français, en fait. Elle a été transcrite en espagnol et puis elle a été publiée à Buenos Aires également. Donc ça c'est, disons, si je simplifie, ça c'est l'idée fondamentale de ma petite intervention, la dualité entre motifs et résidus. Les motifs sont les profonds courants de l'océan. Il y a un archétype là-dedans qui correspond à la profondeur négative de Lacan. Cet inconscient négatif profond. Et puis, il y a les résidus, il y a les vagues, les plis, les types, les surfaces positives. Il y a un va-et-vient entre les deux. La vie de Valéry donne lieu à ces fonds de complexité instinctive et de quels on parlait avec Walbur, ou la notion d'inconscient. Je suis très intéressé de voir comment l'inconscient apparaît dans le topos selon Kohn. On verra ici aussi une stratégie générale pour travailler ces idées. Comment aller au-delà. Si vous pouvez vous projeter au-delà du local, au-delà des résidus séparés, vous pourrez profiter de quelque chose de plus profond, qui est le motif, qui est la topologie profonde. Vous vous ouvrirez à quelque chose de global, qui unifie derrière les divers sons qui sont usuellement des cacophonies, qui ne sont pas clairs du tout. Si vous allez dans la profondeur, type Melville, type la profondeur de l'inconscient, type le continu persien, vous trouverez là-dedans des raisons d'unité profonde qu'on ne voit pas usuellement dans les résidus. Et aussi, si vous faites une projection autour de Grothendieck, utilisant Grothendieck,
bien sûr, une de ces stratégies systématiques de Grothendieck, c'est aller au-delà des apparences, aller au-delà de diverses catégories spécifiques et chercher des constructions universelles beaucoup plus profondes. Donc je résume tout cela dans ce diagramme final. Il y aurait une petite dualité, on ne sait pas si on pourrait mathématiser ceci suffisamment pour avoir une pleine adjonction catégorique entre motif et variation, entre motif et résidu. D'un côté, il y aurait les archétypes plutôt lacaniens, plutôt du côté de l'inconsistance, de la profondeur, de l'obscur, qui sont fondamentaux. Sans eux, il n'y aurait pas de connaissance. La profondeur, l'obscurité, l'inconsistance est fondamentale. Avec ça, on a des archétypes. Et on commence à saturer progressivement ces archétypes à partir d'un principe de maximalité. On projette ces archétypes sur les divers types. On projette l'universel sur les diverses catégories intermédiaires. Et on arrive peu à peu à des fragments qui sont consistants. Le consistant, c'est le multiple en 1, cantorien, tandis que l'inconsistance, c'est le multiple non en 1, cantorien, les grandes multiplicités. Donc, il y aurait une dualité assez naturelle entre maximalité et minimalité, entre projeter à partir de l'archétype ou injecter à partir du type vers l'archétype. Et dans cette dualité, il y aurait Lacan et Peirce assez explicitement. Lacan plutôt du côté de la topologie et l'archétype projeté sur les types, et Peirce plutôt du côté de la sémiotique et des diverses particularités des types injectées dans des archétypes généraux. Et ça serait un tronc essentiel du savoir, je dis là-dedans, en faisant un rappel de Llull, par exemple, la montée et la descente de l'entendement. Donc c'était ce petit exercice de mettre en rapprochement, en écho, c'est ce que Stéphane disait à un certain moment, des petits échos entre quelques idées qui sont persiennes, quelques idées lacaniennes et la vision générale de Grothendieck qui met tout ça en rapport. C'est ça, merci. Beaucoup de temps pour discuter, donc n'hésitez pas à intervenir sur la base de ce que vous avez compris et sur la base de ce que vous n'avez pas compris pour faire des remarques, poser des questions à Fernando Zalamea. Et vous vouliez intervenir? Pour faire le puriste, vous pensez que le terme d'archétype correspond à Jung ou c'est vraiment une invention, quelqu'un qu'on pourrait dire logico-mathématique? Moi, je ne connais vraiment pas du tout Jung, hein, donc je ne pourrais pas vous dire, mais du point de vue mathématique, oui, ça marche excellemment. L'archétype, c'est le grand universel grothendieckien qui se projette sur tous les divers types, donc ça marche absolument bien, la construction de l'archétype du point de vue de la théorie des catégories. Quelque chose qui est au-delà des diverses catégories concrètes. Il y a les abstraits universels catégoriques et il se projette parfaitement. C'est dans le sens du terme grec, non? Celui qui est projetable sur le divers. D'accord. Merci. Un peu plus fort pour le fond. Est-ce qu'il y a un lien entre archétype et invariant?
intéressant. Disons que... Le chronologique, c'est un terme qui est apparu. Oui, l'invariant, on dirait plutôt, disons, en mathématiques, il y a une tension fondamentale entre la variation, qui est fondamentale, les variations algébriques, les variations différentielles, les variations complexes, et puis les termes qui sont stables derrière les variations qu'on appelle les invariants. Donc il y a les invariants après les variations. Les variations sont données sur l'espace géométrique, algébrique, topologique, différentiel, logique, et derrière ces diverses variations, on cherche ce qui est stable ou fixe, on l'appelle l'invariant. Donc, les invariants, du point de vue mathématique, ce seront des concepts qui sont stables après une certaine insertion dans des régions mathématiques. Je dirais la région différentielle, la région algébrique, la région complexe, etc. Puis il y a les invariants, la région géométrique, il y a des invariants dans chacune de ces régions, et on obtient cette idée. L'archétype, ce serait plutôt pour moi déjà un concept complètement catégorique. C'est-à-dire l'archétype pense à une certaine notion d'universalité qui se reflète dans les diverses particularités. Donc, dans l'archétype type, il y a une dialectique entre l'universel et le particulier. Tandis que dans l'invariance et la variation, il y a une dialectique plutôt entre le mouvement et la stabilité. Les deux choses peuvent se mettre en rapport, bien sûr, mais je vois qu'elles sont un peu différentes. Ce que vous venez de dire à propos de l'archétype, de ses relations avec le particulier, ça cadre parfaitement avec ce qu'on appelle les topos classifiants, les théories du premier ordre, parce que c'est exactement ce qui se passe. On a une théorie, par exemple, la plus simple serait la théorie des intervalles. Et ensuite, cette théorie peut être réalisée dans les modèles, dans les topos particuliers, etc. Donc il y a l'archétype qui est le topos classifiant, qui lui-même a un intervalle mais cet intervalle est l'archétype de ce qu'est un intervalle dans une réalisation. Donc ça correspond parfaitement, votre dire correspond parfaitement à la notion de topos classifiant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et en plus, ce qu'on signale là-dedans, c'est très intéressant parce qu'il y a comme une certaine double itération, parce que déjà la notion de topos, de Grothendieck, est une notion universelle assez impressionnante. Elle recouvre une quantité de thèmes inimaginables quand Grothendieck l'a fait, inimaginable que finalement les topos construits pour résoudre les conjectures de Weyl finalement auront une importance impressionnante en logique, tout le travail d'Olivier Caramel, etc. Il y a un travail extrêmement intéressant où le topos déjà lui-même il est universel. Et ensuite, qu'on signale, ensuite il y a des topos sur les topos. Deuxième niveau, topos classifiant. Il y a donc dans cette pensée catégorique de Grothendieck, il y a une richesse absolument inouïe d'itération de l'universel. L'universel s'itère plusieurs fois et ça donne une profondeur, une ampleur inégalée, non? Inégalée, absolument. J'ai une question. Vous présentez le diagramme comme étant Plus fort. Pardon. Donc j'ai entendu que vous présentiez le diagramme comme étant un diagramme du savoir. Donc ma question c'est, est-ce que dans votre pensée, est-ce qu'il faudrait en déduire qu'une théorie de la connaissance doit prendre en fait cette structure, enfin ce diagramme comme étant une structure de n'importe quelle théorie de la connaissance? Je ne sais pas si... Moi, j'ai toujours un peu de peur d'avoir une théorie universelle de la connaissance. Disons que cette idée générale de chercher à réduire une complexité à quelque chose d'assez frappant, simple, est toujours un peu douteuse.
Donc je ne dirais pas que ça marche pour toutes les théories de la connaissance, mais que c'est un tronc commun avec une quantité de diverses variations et foliations diverses dépendant de la connaissance. Donc je pense que ça pourrait marcher comme tronc de quelques façons de connaître. Que ce soit une façon meilleure qu'une autre, je douterais. Plutôt ça. Je me demandais simplement s'il y avait une relation entre l'invariance et le niveau de la saturation. Ça, c'est une très belle question. Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est très possible, oui. C'est tout à fait possible. Ce terme de saturation-là, c'est un terme explicitement d'Albert Lodman. Je ne sais pas si vous le connaissez. Albert Lodman, c'est pour moi le plus grand philosophe des mathématiques du XXe siècle, de loin. C'est vraiment le plus grand mathématicien et philosophe en même temps. Et il a parlé beaucoup de l'idée de saturation en mathématiques. Avec Frege auparavant. Avec qui? Frege. Non, pas du tout. Pas du tout. Je considère Frege un très bon logicien et penseur de la logique, mais Frege ne connaissait absolument rien aux mathématiques. Non, mais ça d'accord, mais le terme de saturation, Ah, ça lui appartient dans le passage de la fonction d'intention à son extension. ok, d'accord. Mais pas en mathématiques. En mathématiques, c'est vraiment Lodman qui a travaillé l'idée de saturation. Et je reviens à votre question parce que Lodman, justement, il trouve dans l'idée de saturation une sorte de complexité maximale des idées. Et quand il y a une complexité maximale des idées, à un certain sens, à un certain moment, il est naturel que les invariants apparaissent. À ce niveau de complexité maximale de saturation. Je ne sais pas si c'est obligatoire, disons, mais c'est une indication. Si on sature, le plus on sature, peut-être le plus près on sera d'un invariant. Est-ce que vous faites un rapprochement entre cet invariant et puis la quantité conservée dans ce type de notaire, demi-notaire, symétrie, invariant, indétermination? C'est-à-dire que lorsqu'on tourne autour d'une chose, finalement, c'est cette chose qui se chosifie, en fait, qui se réifie. Dans le sens aussi de Galois, dans le sens pour connaître une structure, c'est suffisant de connaître ces automorphismes, vous voulez? Vous pensez ça? Oui. Oui, je vois que oui. Seriez-vous d'accord avec cette proposition pour comparer archétype et invariant, de dire un être humain vivant a deux bras, deux jambes. Si on lui retire un bras, une jambe, il continue à être un humain, donc ce serait un archétype. Un être humain vivant possède du sang et des artères, serait un invariant. Parce que s'il n'y a pas de sang et s'il n'y a pas de sang et d'artères, on n'a plus affaire à un humain. Donc la possibilité d'avoir des veines et des artères serait un invariant, et d'avoir deux bras, deux jambes serait un archétype, une espèce de modèle. Je ne sais pas si l'archétype, non, ce sera plutôt un type. Pour moi, les jambes et les bras, ce sont des types. Et l'archétype, ce sera plutôt un imaginaire, non? Oui, le type, c'est vrai que moi j'emploie habituellement le terme type. Ok. Oui, mais d'accord pour l'invariant de sang. C'est formidable, on a tellement de temps qu'on a même le temps pour les questions silencieuses. C'est bien, on peut se détendre. Est-ce qu'on peut voir l'archétype comme un objet initial d'une certaine catégorie? Oui.
vous que ça. Oui, c'est mieux. Oui, l'objet initial, il s'injecte partout. Oui, l'objet initial, il s'injecte, au moins dans les topos. Dans un topos, l'objet initial s'injecte donc dans tous les autres objets. C'est une injection plutôt qu'une projection. Pour moi, l'archétype, c'est plutôt un objet qui se projette sur tous les autres. Ce sera plutôt l'objet final. Quelque chose comme Limite ça. projective universelle, c'est ça? Voilà. D'accord. Merci. Et,